full set. Hi. Are we set to start at the back? Do we have the translators? Okay. So, welcome everyone. Donc, bienvenue à vous tous dans ce panel de cet après-midi. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez dans le casque de traduction en français? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, levez votre main, s'il vous plaît. Donc, pour les communautés locales, afin d'avoir un très bon impact en termes de bonne gouvernance de terre et aussi pour le système durable. S'il est possible pour nous de commencer avec une présentation, ce serait parfait. Merci. Donc, pour comprendre un petit peu comment est-ce que la société civile est interconnectée, est-ce que vous m'entendez dans le casque en français? Si vous m'entendez, levez votre main, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, levez votre main, s'il vous plaît. Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est en question. Par exemple, il y a plusieurs solutions pour plusieurs problèmes, notamment, par exemple, comment est-ce qu'il y a une gouvernance de terre et comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est équitable et durable pour travailler sur un écosystème bien mis en place parmi les communautés? Mais quel est le problème? Le problème est de mettre les gens en premier. Nous sommes tous dominés par une approche top-down qui ne fait aucune consultation avec les communautés locales et avec les personnes indigènes aussi sur terrain et la cohésion sociale pour la gouvernance des terres. En essayant de revoir un petit peu les difficultés et les problématiques, il y a toujours des solutions qui peuvent être considérées avec lesquelles on peut commencer, surtout dans la région arabe où le rôle de la société civile est en train de se rétrécir de plus en plus et les communautés locales et les pratiques aussi ont été négligées durant la dernière décennie. Donc la solution serait d'abord de trouver, et ça c'est un défi majeur, de trouver des moyens d'avoir des solutions à long terme. Et puisqu'on ne peut pas travailler en isolation, nous comprenons très bien qu'il est important d'avoir une deuxième couche de travail quant à l'interactivité entre différentes régions. Et donc, il faut apprendre à partir des pratiques et puis avec les communautés locales et les sociétés civiles. Une autre solution, c'est quand on arrive à la complexité des terrains, à la gouvernance notamment, et avec le système bien sûr qu'on essaie de changer qui est enraciné dans la relation inégale qui a aussi dominé dans cette région. En ramenant ensemble un ensemble de groupes divers qui sont exclusivement exclus de la prise de décision. Nous sommes en train de parler d'une liste de personnes marginalisées, pas seulement dans les petites communautés, mais pour toutes les personnes qui travaillent. Des personnes notamment qui ont été marginalisées à cause de l'ethnicité, à cause aussi du fait d'appartenir à un groupe de personnes. Pour ceux qui n'ont pas généré suffisamment de revenus, ça c'est hautement significatif. Ils ont été négligés dans tout le processus de prise de décision et aussi dans la gouvernance des terres.
Donc, ceci nous mène vers l'idée de l'ILC. Pourquoi la Coalition internationale des terres a été mise en place? C'est une alliance qui a été de différentes organisations, société civile, organisations intergouvernementales qui travaillent ensemble pour mettre les gens au centre de la gouvernance des terres. Et donc, l'objectif partagé des ILC à travers 300 membres est de pouvoir travailler sur la gouvernance des terrains pour les gens au niveau du pays et aussi pour répondre aux besoins et protéger les droits des femmes, des hommes et des communautés qui y vivent et dans leurs terres. Donc, qu'est-ce que l'ILC? Quels sont les engagements de l'ILC? Depuis l'année 1995, on a travaillé notamment sur un ensemble d'engagements, donc les droits, notamment sécuriser les droits qui sont en rapport avec la tenure, faire en sorte à ce que le système d'agriculture à petite échelle soit beaucoup plus robuste, un système de tenure diversifié, des droits pour d'acquisition de terrain chez les femmes, gérer l'écosystème aussi, qui est une thématique qui a énormément été mentionnée hier et avant. Des décisions ici qui ont été prises et qui sont manquantes dans la région durant la dernière décennie. Une information beaucoup plus transparente et redevable aussi. Hier, nous avions eu un écart de données qui sont accessibles aux comment est-ce qu'ils peuvent être en fait engagés dans la prise de décision. Il faut aussi trouver un moyen de ce qu'on appelle la transition, mais pas seulement en rapport avec cela. Essayer aussi de ramener une très bonne énergie, faire travailler dans la mise en place de bons droits pour les communautés et aussi protéger les terres et leurs droits dans la région. Donc nous savons très bien la Palestine est un très bon exemple. C'est un pays qui défend et donc il y a plusieurs cas dans la région qui n'ont pas été suffisamment soulignés et sans connaître bien sûr les droits des personnes qui ont été défendues et donc dans le gouvernement. Donc que faut-il faire dans le ILC? Ce qui a été fait par nos différents membres pour promouvoir en fait l'interaction avec différents partenaires. Nous avons développé une stratégie qui a été développée par les membres en tant que tels et avec les gouverneurs aussi. La stratégie, c'est qu'elle essaie de prendre quelques années par exemple, quels points doivent être adressés et à quel niveau. Il faut essayer de travailler aussi sur la justice genre, d'être sûr aussi de pouvoir défendre le tout avec des données, l'ILC qui est celui qui produit le LandX, qui est en fait un outil complémentaire de données avec 6 outils variables qui sont disponibles sous une seule. Donc les gens et les gouvernements qui souhaitent reporter 13 ODD et 13 indicateurs d'ODD. Et bien sûr, ces données ne sont pas là pour des fins de show-off, mais c'est aussi pour renforcer le rôle de la société civile et la gouvernance centrée sur l'humain. Donc, je suis Shahd, je suis la coordinatrice régionale de l'ILC.
Je voulais vous donner une image très claire de l'ILC avant de m'identifier. J'ai commencé avec l'ILC il y a plus d'une année et durant mon parcours, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'engager en sorte, ce qui mène vers le fait, quand on travaille ensemble, elles peuvent être intercontinentales et aussi intersectorielles et dans le pays en tant que tel. Donc elles ont été adoptées l'année dernière ou durant les dernières dizaines d'années, qui est en fait la création des terres nationales de coalition. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Matteo pour nous parler de ce mécanisme. Et ensuite, on va demander aux autres membres pour leur demander comment ça a été implémenté au niveau de la Palestine, en Jordanie. Et si nous, ensemble, en tant que membres, on peut travailler pour devenir la voix des différentes communautés locales qui sont marginalisées, qui ne sont pas considérées dans le processus de prise de décision. Quelle est la procédure d'en mettre une et quels sont les avantages de mise en place d'une coalition pareille au niveau national? Bonjour, je suis le point focal de Coalition de l'ILC et MENA. Ceci va être une présentation de transition telle qu'a été mentionnée par nos collègues et nos amis qui sont de la Palestine et de la Jordanie, qui fait parler mieux que moi dans ce qu'ils font actuellement sur terrain. Donc, nous sommes convaincus que nous sommes en train de travailler sur une très bonne approche. Vous savez très bien de quoi on parle quand on mentionne l'ILC. L'objectif ici, c'est d'aller vers l'agenda, donc l'agenda des différents membres, des différents individus dans une approche systématique. Je pense que le terme systématique est un terme énormément utilisé par tous. Et c'est de cette manière-là qu'on fait en sorte que ce soit réel. Donc, c'est d'essayer d'aider les différentes organisations pour utiliser la plateforme. Et c'est ce que nous voulons dire par les coalitions nationales et internationales. Les coalitions nationales sont menées par les membres de l'ILC, par les organisations ILC aussi qui permettent d'identifier les organisations, mais ils peuvent être aussi ouverts à toute autre organisation, que ce soit la coalition de la société civile, qui peuvent collaborer aussi avec les gouvernements locaux, avec le gouvernement central, les ministères, avec des partenaires multilatéraux. Donc c'est réellement une manière hybride de bien identifier ces plateformes. Ceci est pour vous donner une compréhension des coalitions, de là où ils existent. Je pense que nous avons plus de 30 coalitions nationales et internationales. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que durant les dernières années, et surtout à travers notre système de suivi, nous pouvons clamer aujourd'hui que nous faisons quelque chose de très bien. C'est-à-dire que nous avons utilisé des politiques, des pratiques qui permet de comprendre pourquoi certaines politiques ont été implémentées et mises en œuvre. On peut même chercher l'impact positif à travers plusieurs hectares de terre ou de terrain. Donc, en considérant où nous en sommes aujourd'hui et avec la situation dans le Moyen-Orient et l'Afrique donc, les deux sont en Palestine. Dans la région arabe, nous avons aussi d'autres membres, par exemple le Maroc, le Yémen. Et donc, il est possible
d'aller travailler sur une expansion. Donc, de quoi ont-ils l'air? Pour moi, la coalition existe avec ces trois éléments suivants. Donc, c'est un membre ILC tel qu'a été mentionné avant, avec bien sûr la plateforme. Donc, c'est en réalité tous les membres qui organisent tout, qui sont là pour héberger la plateforme avec l'ILC. Ils doivent avoir aussi une stratégie nationale parce que quand on parle de la coalition nationale, on ne parle pas d'un moyen de donner tout l'appui nécessaire à un agenda. Ce que nous faisons, c'est que nous les aidons à identifier une stratégie commune où tous ces membres peuvent converger. Et finalement, un facilitateur, c'est-à-dire que vous êtes là en tant que facilitateur de la coalition nationale. Ce sont les personnes qui sont sur place, qui travaillent pour faire en sorte à ce que ce mécanisme fonctionne bien. Et permettez-moi de vous l'expliquer davantage. Ce n'est pas facile de le faire. On a un intérêt important. Nous avons des personnalités différentes aussi. Donc, vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui est très proche de l'organisation et des priorités afin de faire en sorte à ce qu'on puisse avoir tout le processus fonctionnel et en place. Le processus compte. Ce n'est pas une question de se dire je vais me réveiller demain et continuer ou se dire que je vais faire ceci par exemple en Tunisie. Nous voulons que nos membres soient le point de départ de ce processus. Donc on veut soumettre un intérêt et donc pour eux c'est un moyen de dire que nous sommes là, nous avons toutes les conditions nécessaires pour établir une bonne collaboration ensemble. Et dans ce cas-là, si jamais nous avons dans l'équipe ILC toutes les conditions et les moyens qui peuvent nous permettre d'avoir l'appui nécessaire pour nos conditions et notre process. Et quand on passe à la période de formulation, c'est-à-dire que c'est une consultation entre différentes parties prenantes qui essayent d'engager le maximum possible de parties prenantes pour voir si cet intérêt est concret, pas seulement par les membres qui le proposent, mais aussi par des partenaires potentiels, d'essayer de mettre une stratégie, de faire aussi une carte des différentes priorités, des opportunités aussi de levée de fonds. Et donc, si ceci se réalise, on peut passer au travail final et finaliser le tout, finaliser notamment la stratégie de gouvernance et autres. Et ensuite, on passe à la phase d'implémentation. C'est la période la plus longue parce que tant qu'on arrive à le faire, c'est en fait, je ne peux pas vraiment vous dire beaucoup de ce sujet, mais ça dépend énormément de la coalition nationale. Nous en avons plusieurs, mais ils travaillent dans. Ils ont aussi un contexte politique et pour nous, un point très important, c'est la flexibilité. Ils sont complètement autonomes et comment ils se reconnaissent, comment ils travaillent, les priorités qu'ils se donnent, etc. Donc la phase d'implémentation dépend énormément de cela. On doit leur fournir tout l'appui nécessaire. Nous sommes là juste pour fournir le support. Aussi, quand on parle du suivi et de l'apprentissage, c'est une phase cruciale. C'est une phase que j'ai mis. C'est un cycle continu en fait. Ça peut signifier qu'il faut essayer de se focaliser sur le suivi, d'essayer de faire le suivi aussi des différents efforts entrepris, des ressources qui ont été accomplies et de manière optimale, comment est-ce qu'ils peuvent répondre à tous les objectifs qu'ils ont déjà mis. Donc on peut continuellement leur fournir le soutien nécessaire et avoir une approche, l'approche nécessaire. Donc, vous pouvez bien imaginer, j'aimerais bien parler de la coalition, bien sûr, et de ses instruments pour habiliter les organisations. Nous savons très bien que nous souhaitons collaborer avec les gouvernements, avec les partenaires multilatéraux, mais au final, nous sommes à leur disposition pour les habiliter. Là, on parle des organisations de la société civile. Ici, j'ai essayé de parler de 3 groupes ou 3 catégories de comment ceci se passe. Et nous
nous penchons sur les stratégies d'engagement également. Et c'est beaucoup de travail, je vous le garantis, et les collègues ici en sont conscients. Et nous espérons qu'au final, nous allons pouvoir continuer sur cette portée au-delà des travaux de la coalition. Les membres devraient s'approprier les relations, les réseaux, etc. Et il y aura des bénéfices à tirer sur le très long terme, même si la coalition nationale n'existait plus. Pour le soutien financier, il y a donc par rapport à la coalition nationale certains points. J'aimerais que ce soit plus large, mais en parallèle, c'est assez critique déjà d'exister et nous essayons de les appuyer. Et donc, le renforcement des capacités est l'un de ces moyens d'appui. C'est une coalition d'apprentissage également, et par rapport à une coalition internationale marcherait également. Certaines personnes l'appellent comme ceci. Ce sont un véhicule pour les travaux de l'IOC. Et puis, vous avez entendu Eva, ma collègue, qui avait parlé de l'indice phare de l'IOC. C'est un indice phare réellement, nous pouvons l'appeler comme ça. C'est un centre dédié aux gens pour le monitoring du foncier dans ce contexte de coalition. Ici, nous avons besoin d'un processus participatif. Et donc, ces coalitions nationales sont une plateforme qui aide ces objectifs. Il y a un programme pour les droits du foncier, des terres. Il y a des campagnes nationales également qui sont menées et nous essayons de le faire à travers la coalition nationale. Et puis, au final, il y a un réseau qui inclut ou plutôt c'est un réseau qui inclut des organisations multilatérales comme la FAO, la Banque mondiale, etc. Et nous avons en tant que priorité la facilitation du contact entre la société civile et les programmes nationaux de cette agence. Ce que vous voyez sur cette diapositive est une pièce de l'étude que j'ai menée l'année dernière, une étude sur l'analyse des partenariats à mener entre les organisations de la société civile et les gouvernements. Voilà donc un aperçu de ces associations. Et je pense qu'il faut que je clôture mon allocution maintenant. Mais voilà les enseignements clés à tirer. Les sociétés civiles et les partenariats avec elles sont essentiels. J'ai parlé de ceci en détail. Il faut également adresser les déséquilibres de pouvoir. Et dans ce contexte-là, nous mobilisons le gouvernement avec les sociétés civiles et savons que c'est un point duquel il faut tenir compte. Il y a également les incitations qui poussent l'augmentation de la participation. Ceci est un défi également. Et rien n'est facile, rien ne va des fois parce que ces plateformes ont également des moments de divergence entre les membres, vous savez, mais ce qu'il y a de plus important au final, c'est le processus. Maintenant, on a établi la plateforme, c'est un endroit pour promouvoir le dialogue et promouvoir cet équilibre entre les agendas et les incitations, etc. Faut-il que je m'arrête là? Merci. OK. Juste pour dire une autre information, ces coalitions témoignent du but de l'ILC par rapport aux droits de terre. Et voilà, donc j'étais prêt à céder la parole à notre collègue. Merci Mathieu. Je voudrais également mettre en exergue les manières avec lesquelles l'ILC apprend de la société civile, de ces organisations et peuvent communiquer leurs messages pour avoir une certaine influence et donner l'exemple également. Vous avez parlé du Monténégro comme cette zone peuplée, donc par des... il y a un caractère pastoral, mais l'OTAN le désigne comme une base militaire et l'ILC donc
avaient vu cette demande d'aide pour les communautés. Ils avaient inversé leur décision. C'était un plaidoyer très très lent pour inverser la tendance et ils ont connu un succès. Maintenant, ils vivent sur leur terre et font partie du processus de prise de décision. Et ceci est également valable pour la Jordanie jusqu'à une certaine mesure, mais nous allons laisser cela pour après avec notre intervenant jordanien. Maintenant, je vais donner la parole à Faïr, qui est le facilitateur de la coalition des terres en Palestine. Il va nous parler de la stratégie de sa coalition. Et ils ont identifié une situation très critique où les Palestiniens faisaient face à tellement de défis sur terrain. Mais ils ont quand même pu élaborer une stratégie qui démontre la volonté des sociétés civiles et des organisations faisant ainsi partie du processus de prise de décision. Merci énormément. Je vais parler en arabe parce que c'est ma langue et cela véhiculera le message. Nous sommes très fiers de l'institution Agathe que nous l'avions fondée grâce à la coalition nationale de la Palestine en 2022 et nous remercions la coalition internationale ILC notamment pour ses travaux. Et il y a des travaux menés en Palestine dans ce contexte de coalition nationale et cela a eu des répercussions et avait des raisons très importantes et ce depuis très longtemps. Vous êtes familier avec la cause palestinienne et son histoire. Cela a commencé même avant 1930 et aujourd'hui nous sommes dans une situation assez difficile et ce n'est pas un conflit. Le conflit est quelque chose qui se passe entre deux voisins, mais ceci est une occupation continue. Et les chiffres que vous voyez changent constamment dû à ces circonstances. Nous avions, avec l'accord d'Oslo en 1994, l'occupation de plusieurs terres. Il y avait donc les catégories G qui étaient à 40%. Maintenant, on parle de 70%. Il y avait les catégories des zones 3 et 4 également. Et ici, la coalition nous a encouragés à mener nos travaux afin d'avoir plus d'accès pour les femmes et les jeunes aux terres. Et bien évidemment, plusieurs défis, au-delà des défis auxquels toute coalition fait face, comme les climats, le changement climatique, le problème des terres non immatriculées ou encore l'égalité entre les genres, etc. Nous faisons face à un défi différent, celui de la saisie des terres. Et donc la coalition nationale palestinienne a une existence essentielle en un sens car elle promeut l'existence des femmes et leur accès aux terres ainsi qu'aux jeunes. Et encore une fois, la coalition a été établie sur la base de 5 institutions. Il y a l'Institut agricole, il y a l'Agence agricole, il y a l'Union des agriculteurs et une institution de partenariat en addition à l'Association des ingénieurs en 2023. Et donc cette coalition a été acceptée sur une conférence à Ramallah et avait rassemblé des centaines d'agriculteurs. Le but était de trouver un moyen pour accéder aux terres et bien évidemment encourager les femmes et les jeunes à y accéder tout en intégrant ceci aux programmes sociaux pour les jeunes. Et cette coalition a fait que nous avions plus d'une vision parce que ici nous ne parlons pas des travaux seulement au sein de cette coalition, mais plutôt, nous savons que c'est une coalition nationale continue promue par les autorités palestiniennes ainsi que les sociétés civiles. Si vous voyez ici la carte, il y avait plusieurs divisions. Vous voyez plusieurs divisions du peuple palestinien ici qui ont commencé sur les zones vertes avec
donc le résultat que vous voyez au final en 2020. Voilà la saisie des terres qui s'est passée, ou plutôt l'expropriation des terres et la confiscation qui s'est passée. Donc nous parlons en 1946 d'une certaine zone, et puis cette zone n'était plus accessible par la suite. La coalition palestinienne ici a cherché à promouvoir les femmes et les jeunes pour qu'ils accèdent à leurs terres. Il y a, selon l'accord d'Oslo, encore une fois, 60% de ces terres qui nous sont dues, et cela a impacté le développement de manière générale. Les terres palestiniennes sont les terres de ressources qui produisent le mieux d'ailleurs, et ce sont les terres expropriées en question. Notre vision au sein de la coalition est une vision qui cherche à établir une intersection entre les institutions, qui cherche à mobiliser les différents efforts. Et il y a plusieurs institutions telles que je les ai mentionnées à Gaza et en Cisjordanie également. Et puis nous avons vu que l'on pouvait avoir certains outils, ou plutôt il y avait des outils qui séparaient entre la Palestine et Gaza. Ou plutôt la Cisjordanie et Gaza. Et donc nous avons dans ce sens deux catégories, et c'est un point que l'on souhaite souligner ici. Notre coalition est là pour toutes les terres palestiniennes sans exception aucune. Et la coalition ici a mobilisé les efforts entre les régions et les institutions pour avoir une vision intégrée sur les travaux à entreprendre pour améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux terres. Et nous avons tous les mêmes appréhensions, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et après la conférence de 2021, le jour où la coalition a été établie, c'était les ressortissements. Alors nous avons élaboré d'autres stratégies. Merci aux partenaires également. Mais il fallait se pencher sur les droits de l'homme en premier lieu par rapport à la gouvernance du foncier et aux manières avec lesquelles les hommes, les agriculteurs, les femmes, les jeunes pouvaient atteindre et accéder à ces terres. Ici, les programmes de développement menés par les 5 institutions de la coalition ont œuvré sur les différentes méthodologies et outils pour accéder au foncier, et ont utilisé et encouragé le dialogue institutionnel avec les institutions partenaires en addition au ministère compétent. Vous savez, l'autorité palestinienne et le ministère de la gouvernance locale, et ainsi que la société civile et les sociétés internationales ont tous œuvré pour améliorer cet accès-là. Et nous avons promu, dans le contexte de gouvernance foncière, de ne pas avoir une relation entre les institutions de la société civile, dans le sens où il y a un manque d'informations énorme ou un manque de qualité des informations également. Vous avez mentionné l'indice tout à l'heure, et nous avons beaucoup de soucis par rapport à ces aspects-là. Nous avons des données recueillies journalièrement, mais s'il n'y a pas des institutions qui œuvrent sur la continuité des données et leur collecte, alors il y a un grand souci. Et il y a la classification des terres, il y a l'expropriation des terres, etc. Et nous, au sein de la coalition, déployons des efforts louables afin d'avoir des chiffres mis à jour, et puis le dialogue entre les différentes institutions est mené sur plusieurs bases. Il faut mettre à jour les infos régulièrement afin que les acteurs associatifs, les académiciens et autres puissent en bénéficier. Et ceci fait partie de notre stratégie pour le foncier. Un autre point de notre stratégie est qu'il y a des agriculteurs marginalisés. Il n'y a pas de stratégie claire, malheureusement. Il n'y a pas d'article clair sur l'appui dédié aux agriculteurs marginalisés, et un manque de coordination, bien évidemment. La coalition doit se pencher sur la gestion de ces pourcents marginalisés, ceux aux revenus limités, en particulier les femmes, pour les aider
en établissant encore une fois une bonne stratégie qui permette aux citoyens d'accéder à leurs terres. En 2023 et en 2024, nous avions réussi cependant à mettre en œuvre certains outils qui ont permis aux femmes d'atteindre leurs terres, et c'était grâce à l'expertise nationale qui a pu porter ses fruits en dépit de toutes les menaces auxquelles nous faisons face et en dépit de l'occupation des terres palestiniennes. Et donc, nous allons suivre la stratégie de la coalition nationale. Et puis, nous allons donc documenter de manière récurrente les manières avec lesquelles les citoyens accéderont au foncier. Et puis, nous allons détailler les documents et les rapports comme outil de pression sur les instances internationales dans ce sens. Voilà ici la coalition nationale telle que vous voyez sur les photos. C'est la première conférence menée en 2022. C'était donc une réunion des différentes sociétés civiles faisant partie de la coalition, en addition à la coordination avec les institutions internationales. Ici, il y avait une invitation adressée à plus de 1000 agriculteurs vivant dans la région, et c'était essentiel de les avoir parce qu'ils ont un grand appétit par rapport à l'accès aux terres, et les femmes également ont cette volonté énorme de valoriser leur position dans la société ainsi que leur économie. Je vais clôturer maintenant. J'adresse mes remerciements à la coalition internationale qui nous a donné l'occasion de valoriser notre stratégie au sein de la coalition nationale palestinienne, car nous renforçons le dialogue entre les institutions maintenant et nous améliorons l'accès des femmes aux terres palestiniennes. Vous savez, nous avons les sections de terre C qui représentent 70% des terres palestiniennes et sont occupées par Israël, et le but ici n'est pas juste de lutter contre l'expropriation des terres, mais également contre le changement climatique qui constitue l'une des responsabilités de la coalition. Et merci. Merci, Tar. C'était intéressant de voir comment votre quête a commencé avec les organisations de la société civile qui étaient capables d'élaborer une stratégie nationale communiquée à l'échelle internationale. Maintenant, je voudrais donner la parole aux deux facilitateurs de la coalition foncière de la Jordanie qui collaborent avec eux et qui ont collaboré pour implémenter une stratégie qui a pris du temps pour être développée sur la base des besoins sur le terrain et sur la base des besoins d'intégration d'un plan national dans la stratégie et l'approche de la société civile, qui fait partie évidemment de ce plan. Et donc, veuillez vous présenter ainsi que votre organisation et ainsi que les travaux de votre coalition. Merci. Je préfère me mettre debout. En premier lieu, je souhaite remercier tout un chacun ici. Donc, et comme mon collègue, je vais parler en arabe. Nous nous souvenons, quand on a de belles choses, nous nous souvenons des belles choses précédentes. Et la coalition jordanienne m'a renvoyé vers l'année 2018 où nous avions présenté notre demande pour accueillir le Forum international pour le foncier en Jordanie. C'était supposé se tenir en 2021, mais on avait en tout cas rencontré 27 régions qui se focalisaient sur le foncier. C'était soit des organisations gouvernementales, locales, société civile, etc. Mais plusieurs initiatives étaient mises en exergue et en discutant, nous avions fait une belle découverte. Chacun avait sa propre cause relative au foncier, bien évidemment. Il y avait des perspectives différentes, mais les appréhensions étaient plus ou moins similaires. Donc, on n'avait jamais dialogué, mais une fois sur une seule et même table, nous avions découvert qu'il fallait absolument collaborer. Nous avions présenté une demande et donc par la suite avons reçu une réponse favorable et avons organisé
le forum international et nous avions élaboré une feuille de route après plusieurs sessions et vous saviez cette période était pleine d'événements, il y avait la pandémie, il y avait les réunions à distance sur Zoom, etc. Et là nous avions réalisé qu'il fallait changer de plan de travail et qu'il fallait élaborer une feuille de route pour le forum et puis une feuille de route après le forum. Donc qu'allons-nous faire post ce forum international? اوكي بلشنا بشيء اسمه المنتدى. Donc, on a commencé avec ce qu'on appelle la coalition nationale de la Terre. Et cette coalition avait pour but d'organiser un ensemble d'ateliers, notamment les stratégies nationales pour les ayants droit dans la gouvernance et la gestion des terres. Et ensuite, nous sommes arrivés à une stratégie qui a été appliquée par le Conseil des ministres en Jordanie, et on avait pour objectif de continuer à travailler là-dessus. Et donc, on a créé ce qu'on appelle la coalition nationale de la terre. Nous étions très chanceux de voir que nous avons pu constituer cette coalition. Nous avions plus de 18 organisations de la société civile, des organisations aussi de recherche, des think tanks, des organisations du secteur public et privé. L'UN Habitat était aussi avec nous dans ce cadre et dans la gestion et aussi dans la constitution de cette coalition. Donc, on a mis en place un système qui nous gouverne. Nous avons eu plusieurs rencontres, nous avons eu aussi des accords, nous avons essayé de faire des amendements, des changements, et ensuite nous sommes arrivés à un système interne qui va nous gouverner tous. Et donc, bien sûr, cette alliance avait pour objectif d'exercer une pression positive. Nous avons travaillé bien sûr avec le gouvernement, et donc plusieurs pensent que nous travaillons avec le gouvernement, mais nous sommes bien sûr honorés de pouvoir travailler avec le gouvernement parce que nous sommes maintenant une plateforme qui permet de ramener ensemble une alliance avec le gouvernement. Donc ceci est un réel plaisir pour nous. Nous étions en mesure de le faire sur une seule table, et bien sûr notre objectif encore une fois c'est, puisque nous travaillons avec l'Alliance des terres, nous voulons avoir de bons principes, nous voulons avoir aussi des valeurs qui doivent être enracinées dans les activités de l'Alliance. Et nous étions très ravis de voir que nous avions de bonnes expertises. Nous ne voulons jamais oublier cette expertise qui existe chez les gens. C'est la raison pour laquelle nous avons créé des comités internes, un comité de recherche, un comité de femmes et des jeunes, le comité aussi de développement, un comité aussi de développement continu et d'amélioration continue. Nous sommes arrivés finalement à des objectifs d'Alios. Le premier est de faire la sensibilisation par rapport aux lois en rapport avec la gestion des terres. Nous avons plusieurs lois par rapport aux terres. En Jordanie, par exemple, je veux faire une construction sur une terre agricole, alors que la loi nous dit qu'il est interdit de faire une construction sur une terre agricole. Donc par conséquent, d'autres lois permettaient le contraire. Et c'est la raison pour laquelle il était difficile pour nous de comprendre que nous sommes en train de détruire la terre qui est en fait notre source de nourriture, notre source de vie. Et donc nous essayons de nous focaliser sur la terre parce que c'est en fait le centre de la vie. Et nous sommes arrivés au deuxième objectif qui est justement de ramener les différentes organisations de la société civile et de les appliquer avec nous dans le processus. Donc on les a ramenés de plusieurs régions de la Jordanie, que ce soit au sud, est, ouest. Ils se sont tous assis à table pour essayer de voir ce que nous allons faire et ce dont on a besoin. Et bien sûr,
Ils nous ont fait confiance parce qu'on était vraiment très honnête avec eux et surtout quand on leur a exposé notre philosophie de travail. Il y a eu plusieurs amendements à faire et plusieurs changements législatifs. On a essayé de contacter tout le monde, on a contacté le Parlement, on a essayé d'avoir une table ronde avec eux afin qu'on puisse leur expliquer nos inquiétudes et avec toutes ces législations qui existent, on peut essayer de trouver une seule loi ou un seul texte de loi qui va être efficace. Par exemple, avec le ministre de l'Agriculture, on a essayé de parler des utilisations des terres et certains amendements qui doivent être faits sur l'utilisation et l'exploitation des terres. Et donc, par conséquent, on a aussi procuré un appui et soutenu les catégories les plus marginalisées en Jordanie parce que c'est obligatoire pour nous d'y arriver. Et cette obligation nous a imposé de faire un ensemble d'activités. Je pense que vous allez parler de ceci davantage par la suite. Et bien sûr, on va parler de toutes ces activités. On ne va pas les détailler encore, mais on va essayer de revoir ceci pour avoir une bonne discussion par la suite, pour qu'on puisse bénéficier les uns des autres. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction très brève sur la stratégie nationale de la Jordanie. Rana, si vous voulez intervenir aussi, si vous pouvez nous parler un petit peu des activités qui ont été faites par la coalition nationale des terres en Jordanie. Merci. J'aimerais remercier l'ILC de m'avoir donné l'opportunité de participer. J'aimerais vous parler un petit peu de notre alliance, qui est une alliance d'une année environ. Nous avons travaillé ensemble depuis l'année 2024. Donc, j'aimerais parler de cette alliance globale et des différents défis environnementaux, malgré la période très courte de notre existence. Bien sûr, la Jordanie a différents panoramas et paysages naturels. Par exemple, dans le nord, nous avons la mer, l'océan d'un côté,
Nous avons aussi le Sahara ou le désert complet qui représente environ 75% de la surface de la Jordanie. Voici la distribution des terres. Donc, c'est une terre qui est disponible pour l'agriculture à 4%, qui est utile pour l'agriculture à 4%. Et certaines régions souffrent d'une pénurie de pluie, donc moins de précipitations pluviales, alors que d'autres ont des pluies assez souvent. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé en fait en 2023 avec la direction locale qui a essayé au maximum possible d'avoir des terres. Maintenant, en parlant du sujet de Al-Maraï, je pense que c'est un sujet très important. Les terres sont à 90% et même ce que le ministère de la Santé a donné, on parle de plus de 10. Donc, par exemple, certains d'entre eux vont travailler sur des sociétés d'investissement. Donc, ces fermes-là ou ces terrains agricoles ont souffert d'une sécheresse atroce. Il y avait très peu de précipitations pluviales et à cause de cela, il y a eu des répercussions importantes sur les terres, sur les récoltes et finalement sur aussi la faune et la flore. Donc, on a ce qu'on appelle maintenant plusieurs personnes ne veulent plus investir dans le développement de la faune et surtout dans le pâturage et l'élevage des animaux. Nous avons aussi plusieurs facteurs qui sont non seulement naturels mais aussi humains. Par exemple, le Rejaer. Nous avons aussi ce qu'on appelle les terres à culture pluviale. Nous avons aussi des terres qui requièrent une irrigation continue et ceci crée un impact important. En ce qui concerne l'investissement, c'est eux qui vont identifier le sujet des fermes et par exemple, s'il y a par exemple des graines sur terre, il faut qu'il y ait une amélioration continue et il faut en fait qu'on puisse donc le délabrement des terres constitue aussi 71% de la surface de la Jordanie. Voici les défis de manière générale. Nous en avons 5. Le premier, c'est le manque d'eau, la pénurie d'eau. La deuxième, c'est par rapport à la pollution aérienne, la montée désertique, le changement climatique et les déchets solides. Donc tous ces facteurs-là jouent un rôle très important, que ce soit au niveau des usines. Donc la Jordanie aussi fait face à des problèmes climatiques sévères et tout ceci mène a un impact important sur l'économie du pays, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans l'élevage aussi des animaux. Donc c'est parfois pour le fermier, pour l'agriculteur, c'est très coûteux, mais ce n'est pas suffisant. Donc bien sûr, pour le changement climatique, on connaît très bien ces différentes répercussions. Pour ce qui est des déchets solides, nous avons une augmentation dans la production des déchets solides, surtout avec le sujet de la migration et des déplacements de différentes populations en Jordanie. Et donc tout a été impacté, notamment les déchets solides, et nous avons une grande ruée vers le recyclage de ces déchets, et donc surtout que les déchets doivent être recyclés de manière sanitaire. Le rôle de l'Alliance dans le fait de faire face à ces difficultés, à ces problèmes, c'est qu'on essaie de mettre en place un ensemble d'activités pour le projet des terres et de protéger la diversité biologique, de les protéger aussi contre tout type de délabrement à travers ce qu'on appelle le Global Land Catalyst. Et on a essayé de choisir la région de Ma'in. C'est une région qui se situe
proches de la mer Morte. Et ce sont des eaux qui sont minéraux. Ils sont aussi, c'est un investissement propice, par exemple, pour les hôtels, les différentes les auberges aussi, et toute personne qui souhaite investir dans le domaine du tourisme. Surtout qu'il y a des ressources importantes et une activité d'élevage qui est faite. Maintenant, on voit que l'élevage connaît de moins en moins de succès puisque c'est un domaine qui est coûteux et qui requiert un pâturage continu. Donc, on a essayé de collaborer directement avec la caisse de Al-Hashimi. On a 3 comités qu'on a commencé avec eux pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut permettre aux gens de bénéficier des ressources naturelles, de les protéger et surtout comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ces défis dans ces régions respectives. Maintenant, le rôle de l'Alliance au niveau local, on l'a fait parce que il y a eu un danger et donc il y a un danger majeur. Parfois, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, surtout pour les sociétés d'investissement. On ne sait pas, par exemple, ce qui peut constituer une menace, surtout que eux, ce sont des activités commerciales qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Et donc, on essaie, en tant qu'organisation de la société civile, de leur parler, d'échanger avec eux, de comprendre ce qui peut impacter leurs activités commerciales et de les aider en fonction de cela. Notre région est très grande. On a environ 80 000 dômes dans cette région. Ici, on a un atelier qui a été fait. Qu'est-ce que, par exemple, la gestion collaborative et collective, et s'ils mettent, par exemple, implémentent cette gestion collaborative aussi des fermes et des terres, comment cela peut-il impacter la diversité écologique dans la région. On a aussi mis en place un ensemble de programmes et d'ateliers. On a essayé de leur expliquer un petit peu l'importance des plantes médicinales dans la région de Marine et comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ces plantes-là et comment est-ce qu'ils peuvent les récolter par la suite. De cette manière-là, on a essayé de prendre environ 50 dômes d'arbres avec l'aide du ministère de l'Agriculture. On avait plusieurs projets en vigueur dans les fermes et malheureusement, il n'y a pas de durabilité et il se peut qu'elles échouent. Et donc, c'est important de comprendre qu'on puisse avoir des terres qui vont vraiment résister aux chaleurs et à la montée de la température et aussi au changement climatique. Voici les différents arbres qu'on a essayé de mettre en place dans ces terres, ainsi que les plantes médicinales et traditionnelles. Ici, on a aussi créé des comités régionaux. Nous avons la caisse aussi qui fait partie de cette alliance. Et dans cette caisse, on essaie de travailler sur la zone rurale, notamment les zones nord et les zones sud. On l'a fait avec environ 3 comités. On a essayé de faire au maximum possible d'avoir les différentes parties prenantes dans la partie nord-est et nord-ouest. Et ils étaient assujettis à plusieurs menaces. Et donc, on est en train de perdre en ressources naturelles existantes dans la région. Nous avons aussi plusieurs facteurs qui sont des facteurs humains et des facteurs naturels. Ici aussi, notre stratégie, c'est d'avoir un programme d'expérimentation et on l'a fait de telle manière à ce qu'on puisse sensibiliser les différentes communautés par rapport au sujet de la gestion durable de ces fermes et de ce terrain agricole et qu'on essaie un petit peu de reprendre les méthodes traditionnelles qui étaient utilisées par nos ancêtres et nos grands-parents.
Est-ce que vous avez une question? Non, ce sera tout, merci. Merci beaucoup, Rana. J'aimerais maintenant donner la parole à tous pour des questions, pour une session de questions-réponses, avant de passer à Madame Amina Amrar, qui fait partie d'un réseau important ici au Maroc et qui va en fait lire la déclaration au nom de la société civile. Donc, il se peut qu'on prenne d'abord les questions avant de passer à la dernière étape. Merci. Je ne sais pas si on a un micro-baladeur ici. Voilà, vous pouvez utiliser celui-ci. Merci tout d'abord. Vos travaux étaient très intéressants. Nos frères de la Palestine, bravo à vous. J'ai une question par rapport à la coalition nationale de la Jordanie. Je suis honorée d'être un membre de cette coalition qui était assez petite avant d'avoir obtenu les permis. Il y avait beaucoup de difficultés et dans ce sens, je vous salue. Il y avait des procédures bien difficiles par rapport aux autorisations et aux permis, surtout qu'il y avait des instances gouvernementales et des membres de la société civile impliqués en parallèle. Et donc, je vous dis bravo. Je suis membre de la coalition, mais quand même, je vous connais de bien avant et quand je vois les travaux que l'on a pu réaliser par rapport à la défense des terres et du foncier, je suis donc très émue. Et pour la coalition jordanienne, encore une fois, même si c'est une petite institution maintenant, les travaux et l'organisation, les groupes et les plans élaborés sont très louables. Bravo, vos travaux sont formidables. Nous espérons mobiliser le soutien de toutes les parties prenantes et que nos travaux auront un résultat sur le long terme, qui seront durables et qu'ils permettront de protéger les agriculteurs, entre autres. Il y avait donc l'association des agriculteurs en Jordanie, donc fait de 5000 membres, 25 associations, donc duquel je faisais partie auparavant, et on discutait et dialoguait effectivement, voyez nos réalisations à bout. Merci madame. Pouvez-vous passer le microphone maintenant? Merci. Nous sommes très heureux par rapport à cette coalition qui nous a donné plein d'opportunités. Je souhaite dire par rapport à cette coalition que nous travaillons sur les terres du Sud et nous espérons voir le soutien de l'ALC. Les peuples natifs ont perdu leurs terres à cause de l'autoritarisme et d'autres pratiques. Et il y a les dunes de sable aussi qui ont causé beaucoup de problèmes dans nos régions par rapport à l'agriculture, par rapport aux arbres qui sont maintenant menacés d'extinction. Mais nous souhaitons collaborer avec vous et la coalition pour avoir des terres spécifiques qui nous sont dédiées. Donc nous allons mettre assez de pression sur l'autorité compétente de manière assez défensive aussi pour prendre une grande parcelle de terre. Donc si nous prenons 1000 hectares et que nous plantons des arbres natives qui sont menacées d'extinction, je pense que l'impact sera très positif sur la société parce que vous voyez aujourd'hui il y a plusieurs maladies, des maladies rénales, des maladies pulmonaires. Nous avons également des taux de dialyse qui sont extrêmement élevés. Je pense que ces plantations aideront et que les agriculteurs, femmes et hommes, qui sont marginalisés maintenant, pourront vivre dans des conditions meilleures. Merci. Avons-nous d'autres questions ou remarques? Pouvez-vous passer le microphone à la personne là-bas? Merci. Merci tout d'abord de vos présentations et d'avoir présenté l'idée en premier lieu. Ce que vous avez dit est très beau. C'est rose, mais ça présente en même temps les différents défis
nous pouvons tirer des enseignements de l'expérience jordanienne. Ma question est la suivante. Il y a des obstacles et c'est par rapport à la coalition en soi, sa création. Il y a des obstacles par rapport aux partis qui ne sont pas heureuses de voir l'acception de la coalition. Et donc, pouvez-vous nous parler un peu de ces défis? Avez-vous fait face à une quelconque résistance par rapport à tout ceci? Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, alors allez-y. Bonsoir à tous et à toutes. Merci aux panélistes. Nous sommes très fiers de voir la coalition nationale palestinienne pour le foncier. Nous pensons que c'est une priorité même en comparaison avec la coalition jordanienne parce que la Palestine est notre priorité et nous vous souhaitons toute la réussite du monde, surtout par rapport au foncier, à la conservation foncière et donc toute réussite que vous notez est une réussite pour nous et tous les pays arabes. Les travaux en Palestine, en effet, reflètent une expérience de travail positif. Nous apprenons de vous et nous sommes fiers de vous. Par rapport à la Jordanie et à la coalition nationale foncière de la Jordanie, l'un des défis majeurs est relatif à la législation telle que mentionnée par Dr Raïd. L'une des priorités est relative à l'amendement des lois, notamment des lois relatives aux propriétés communales et aux propriétés de coutume aux coutumières. Et à ce qu'a mentionné Dr Onrafa, il y a la législation qui pose problème, il y a les droits communaux, et il y a les terres et la division des terres. Nous avons entendu donc lors de la session de la part de nos frères marocains qui parlaient des terres qu'ils appellent les terres coutumières ou les terres tribales que l'on appelle donc différemment en Jordanie. Voilà, ils avaient parlé de l'octroi des terres communales et du fait qu'elles étaient catégorisées et divisées de manière positive. Et des fois, on voit des exemples positifs tels que l'octroi de terres pour les femmes et les hommes. Mais il faut faire attention au fait que la division des terres est quand même un problème d'un autre côté. En Jordanie, la coalition travaille sur cet aspect et sur les aspects législatifs y afférents. Il y avait des dimensions environnementales, oui, mais l'orientation principale de la coalition est la législation. Merci, Monsieur Khalif. Je pense que les deux questions étaient adressées à la Jordanie. Et donc, je donne la parole à Raïd pour qu'il y réponde. La première question est relative à la Palestine, la première priorité. En Jordanie, nous disons ceci, nous disons un seul peuple et non pas deux. Nous avons implémenté ceci sur la coalition des terres en Jordanie en collaboration avec la coalition palestinienne. Et il y a toujours beaucoup de causes que nous appuyons. Et Matteo l'a vu, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et puis, il y a par rapport à la législation des discussions quant à la division des terres et l'aménagement y afférent. Et il fallait mettre assez de pression sur le gouvernement afin qu'il ne permette pas qu'il divise par deux, par exemple, les terres. Il ne faut pas les diviser par deux. Et donc, nous travaillons sur ceci. Et nous avons rencontré le directeur de la division chargée des lotissements de terrain et avons pu avancer dans ce sens par rapport aux législations. Il y a une réunion également qui se tiendra au sein du Conseil des représentants. Enfin, nous l'avions déjà tenue et nous avions
peut approuver le budget et lors des prochaines journées, nous aurons davantage de réunions avec eux afin de parler des législations à amender. Avant d'avoir cette réunion, cependant, il faut que l'on se concerte entre nous pour déterminer les points de pression les plus importants et pour déterminer les priorités législatives. Par rapport aux difficultés auxquelles nous avons fait face, je dirais que le premier était au tout début de nos travaux. Il fallait travailler avec le gouvernement, la société civile, les organisations non gouvernementales, etc. Et les ONG ne sont souvent pas à l'aise pour travailler avec la société civile ou refusent d'être mises sur le même piédestal qu'eux. Et donc, il fallait implémenter le plan B. Nous avons dit que la coalition allait être exclue, que la société civile n'allait pas participer et qu'il y allait avoir une convention bilatérale entre, par exemple, avec le ministère de l'Environnement, ministère de telle ou telle chose. Et c'était pour booster les travaux de manière bilatérale. Et donc, nous avons ouvert plus de portes pour la coopération grâce à cette catégorisation. Et je pense que c'était l'un des défis les plus importants auxquels nous avons fait face. Il y avait plusieurs différences et conflits. Et au final, il y avait la coalition nationale pour les terres. Merci, Raïd. Afin de ne pas dépasser le temps qui nous est imparti, je souhaite donner la parole maintenant à Amina pour qu'elle parle au nom de la société civile dans la région. Bonjour à tous et à toutes. Voilà la déclaration de notre région, donc de la région MENA, du côté de la coalition. La déclaration du Maroc le 20 février 2025, Rabat, Maroc. La troisième conférence arabe sur le foncier est un jalon, une pierre angulaire pour faire avancer la gouvernance foncière et pour atteindre les différents objectifs relatifs à l'habitat et à la paix environnementale et pour réduire les divisions dans le monde arabe. Pour le secteur et les parties prenantes du secteur foncier et tous les participants de cette conférence qui représentent les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les corps professionnels ainsi que les parties prenantes locales et organisations internationales recommandent le suivant. Sur la base des deux dernières conférences arabes sur le foncier au Caire et à Dubaï en 2020 et en 2021 respectivement, reconnaissant ainsi les différents défis à la hausse dans la région arabe, du changement climatique, de la dégradation des terres, du déficit hydrique et à l'agroalimentaire durable et à l'étalement urbain, les conflits géopolitiques, l'instabilité ainsi que l'égalité ou l'inégalité qui est également à la hausse, qui menace l'accès aux terres et le logement décent, entravant ainsi le développement socio-économique, la paix et la stabilité. Nous reconnaissons également les différents développements positifs incluant l'avancement, notamment des droits de propriété et d'immatriculation, en addition à la gestion aux outils de gestion innovants et l'utilisation des technologies pour un suivi meilleur et un processus de prise de décision plus informé. Les cadres régionaux et nationaux qui gouvernent le secteur foncier incluent le nouvel agenda urbain et les recommandations de l'ONU Habitat ainsi que de la Ligue des États arabes et les stratégies de logement et de développement durable et d'urbanisme ainsi que de développement durable. Y a-t-il un souci? Vous m'aviez donné un autre document?
Enfin, je pense qu'il y a un petit problème ici. Il m'a donné le mauvais texte. Veuillez nous excuser, mesdames et messieurs. Nous allons partager la déclaration finale sur la société civile au nom de la société civile lors de cette session même. Nos excuses, mesdames et messieurs. Il y a eu confusion par rapport à ce texte, mais merci énormément d'avoir assisté à cette session et merci à tous les collègues également. Oui? Nous vous enverrons le document afin que vous commentiez avant la publication finale sur le site de la coalition internationale et cela sera l'aboutissement de la société civile. Merci mesdames et messieurs, merci aux panélistes et nous excuses encore une fois, c'est un problème technique et nous assumerons